Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'occasion de ce webinaire qui portera sur les enjeux de l'interopérabilité en Afrique francophone. Je suis Anouche Bezelgue, l'éditrice du portail Synev en français et nous organisons ce webinaire en partenariat avec Microsoft Consulting. À l'heure où les paiements numériques explosent, l'interopérabilité des services financiers devient un enjeu stratégique pour l'inclusion et le développement économique en Afrique francophone. Donc, malgré tout, il y a des défis majeurs qui persistent, dont par exemple la fragmentation des systèmes entre pays et acteurs, les enjeux de sécurité et de régulation des transactions, l'accès aux populations mal desservies et bien d'autres défis. Donc, la question principale à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui, c'est comment les acteurs du secteur peuvent-ils collaborer davantage pour un système de paiement plus fluide, sécurisé et innovant. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous accueillerons donc des panélistes qui partageront leurs perspectives sur les avancées, les défis et les stratégies pour une meilleure interopérabilité des services en Afrique centrale et de l'Ouest. Ils exploreront donc les leviers essentiels pour poser les bases d'un système de paiement harmonisé dans les deux régions. Donc, avant de commencer ce webinaire, donc j'aurai quelques petits rappels techniques. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones des participants seront muets. Toutefois, vous êtes invités à participer en posant vos questions dans le chat. Vous pouvez les poser à tout moment. Et n'oubliez pas de préciser à quel panéliste vous vous adressez. Et nous répondrons aux questions donc, à la fin de la conversation modérée. Le webinaire durera 1h30 et l'enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé d'ici 48 heures. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc quatre panélistes. Premièrement, Elisabeth Kivitek, donc, qui est consultante finance numérique et invitée Microsave, qui sera donc la modératrice de la conversation avec les autres panélistes. Minayenan Koulibaly, le directeur général du GIM UMOA. Olivier Bueno, le directeur général de Multipay Congo. Et Fabien Delano, donc le directeur général de Myriad. Donc, concernant le déroulé de ce webinaire, donc Elisabeth Kivitek modérera donc la conversation avec les panélistes pendant environ 1 heure. Puis nous passerons à la session de questions-réponses avant de clore le webinaire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth, donc, qui va nous présenter les enjeux majeurs de l'interopérabilité. Donc, Elisabeth, c'est à vous. Merci Anouche. Bonjour à toutes et à tous. Merci une fois de plus de vous joindre à nous pour ce webinaire sur une thématique aussi stratégique que concrète, celle de l'interopérabilité des paiements digitaux en Afrique francophone. C'est un sujet qui peut sembler technique, mais qui va nous être détaillé, nous le savons bien, de façon plus pratique par nos illustres panélistes. Commençons par remarquer que l'inclusion financière est en constante progression dans nos pays en Afrique francophone, mais les résultats ne sont pas toujours suffisants. En RDC, par exemple, moins de 15% des adultes disposent d'un compte bancaire et environ 35% seulement utilisent des services financiers mobiles. En Afrique subsaharienne, on sait bien que le mobile money a pris de l'essor et la GSMA nous indiquait d'ailleurs que près d'1 milliard de comptes de mobile money sont actifs d'ici en fin 2023. Pourtant, la Banque centrale nous indique quand même que un adulte sur quatre ne peut pas encore envoyer ou recevoir de l'argent au-delà de son propre réseau ou de son fournisseur. Ces chiffres montrent qu'il y a de la progression dans la finance digitale, dans notre environnement, mais que l'expérience utilisateur reste encore fragmentée, cloisonnée, inefficace. Une des solutions, l'interopérabilité. Qu'est-ce que l'interopérabilité? Nous allons nous servir ici de la définition que le CECAP a mis en place, disant que l'interopérabilité fait référence à la capacité de différents systèmes à travailler ensemble. Dans le contexte des paiements numériques, c'est les services interopérables qui permettent aux clients donc d'effectuer des transactions au-delà de leur propre réseau. Ils ont la capacité de transférer de l'argent, de faire des paiements, peu importe la banque, l'opérateur de mobile money utilisé. L'interopérabilité peut permettre aussi de transcender l'éloignement géographique. Un client qui est à Dakar, par exemple, peut faire un paiement à son fournisseur qui est basé à Abidjan sans se poser la question du réseau utilisé. Donc,
L'interopérabilité, nous y convenons bien, est un levier pour renforcer l'inclusion financière, booster les échanges commerciaux régionaux, réduire les coûts de transaction pour les utilisateurs finaux qui parfois sont assez pauvres et créer surtout un environnement convivial de confiance avec les différentes parties prenantes de l'écosystème. Comme dans toute chose, il y a des défis qui subsistent. Anoucha a commencé à en évoquer quelques-uns. Et donc, le principal, c'est cette fragmentation des systèmes où on a des acteurs qui construisent eux-mêmes leur propre réseau, qui sont parfois incompatibles avec ceux des concurrents ou des voisins. Il y a une pléthore d'accords bilatéraux dans la région qui font que des institutions ou des parties prenantes évoluent en silo. Mais on peut aussi noter cette perception de l'interopérabilité par certains fournisseurs de services comme un risque commercial et non pas comme une opportunité pour eux. Et enfin, pour ne pas être long sur les défis, on peut citer ces cadres réglementaires qui sont hétérogènes. Nous parlons là de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui et de l'Afrique centrale, et nous allons voir avec nos panélistes que ces systèmes ne sont pas interopérables parce que c'est des réglementations différentes. Il y a des choses qui ont été mises en place. On ne part pas de zéro. L'interopérabilité existe quand même sous ses cieux en Afrique de l'Ouest, en RDC pour la partie Afrique centrale. À RDC, par exemple, on a cette interopérabilité monétique et cette envie de mettre en place un système d'interopérabilité des services financiers développé par le Switch national Mosolo par la Banque centrale. Et en Afrique de l'Ouest, on a Jim Umoa qui pilote aussi cette interopérabilité monétique et ils vont nous en dire un peu plus. Il y a des volontés d'harmonisation. euh, Dans la zone UEMOA, par exemple, la Banque centrale a mis en place la plateforme PI, qui est une plateforme d'interopérabilité et qui a pour vision de doter l'UEMOA justement d'une structure qui peut faciliter les échanges de compte à compte, quel que soit le type de compte, qu'il soit bancaire ou non bancaire, quel que soit le type de prestataire, et faciliter aussi l'intégration de tous les instruments, services et canaux utilisés. Donc, des opportunités de développement existent. À RDC, nous avons avec nous le directeur général de Multipay Congo qui va nous parler de comment les switches privés ont pu s'établir et se développer en RDC et faciliter donc cette connexion entre les acteurs et comme opportunité cette connexion au niveau régional. Nous avons des agrégateurs, une pléthore de fintech aussi qui évoluent dans cet environnement, dans cet écosystème. Avec nous, nous avons Myriad, dont le DG va nous parler des capacités de solutions d'interopérabilité mobile money bank, par exemple, avec des systèmes de API. Et finalement, nous allons conclure ensemble sur les perspectives qui peuvent être développées pour ces deux zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, merci une fois de plus, chers panélistes, d'être avec nous. Je vais les introduire les uns après les autres une fois de plus. Je ne sais pas s'il est encore là, mais nous aurons le directeur général de Jim Umoa, comme annoncé, qui est un ingénieur informaticien de formation, expert en télécom, sécurité et infrastructure. Depuis 2020, il pilote l'innovation dans les paiements digitaux au sein de la zone UEMOA. Il a occupé différents postes aussi avant le Jim Umoa dans des institutions comme Oracle, CFAO Technologies et Orange Business, entre autres. Merci d'être là Bonjour à avec nous tous. aujourd'hui. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, le deuxième panéliste, c'est Olivier Benoît, qui est DG de Multipay Congo. Il est un professionnel du secteur financier avec près de 20 ans d'expérience entre les États-Unis et la RDC. Il a lui aussi occupé différents postes clés dans des entreprises de renom telles que Citigroup, Citibank Congo, Elion Technologies ou encore la SNEL. Il est engagé dans la promotion de l'inclusion financière et le mentorat des jeunes talents en Afrique. Il est actuellement le directeur général de Multipay Congo depuis 2016. Il a d'ailleurs coordonné aussi le lancement du premier switch monétique interbancaire en RDC. Bienvenue, Monsieur Bruno. Merci, merci de m'avoir. Et enfin, et non des moindres, nous avons Fabien Delano, qui est un professionnel engagé dans le développement des solutions technologiques au service de l'inclusion financière. Depuis 2018, il préside au Destiné de Myriad, qui est une fintech spécialisée dans le développement de plateformes digitales sécurisées pour les services financiers, dont il accompagne la croissance. Sous son impulsion, Myriad s'est affirmé comme un acteur de référence en Afrique, avec une présence marquée dans plusieurs pays,
de l'Afrique subsaharienne tels que le Sénégal, le Cameroun ou encore la RDC. Bienvenue, Monsieur Delano. Merci, merci. Bonjour à tout le monde. Alors, ensemble, nous allons voir en 5 étapes comment passer d'une mosaïque de systèmes à un réseau fluide, interconnecté, ouvert en Afrique francophone. En d'autres mots, comme le disait le CEO de M-Pesa, comment faire pour que l'argent circule aussi librement qu'un message WhatsApp, on va dire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec vous, Monsieur Koulibaly de Jim Oumoua. Pouvez-vous nous parler de l'interopérabilité que vous avez déployée, que le Jim Oumoua a déployé et les cas d'usage qui sont utilisés? Quels sont les bénéfices de ce système? Quels sont les services développés? Et comment est-ce qu'il permet à la zone Afrique de l'Ouest de se développer? Merci beaucoup, madame. Et encore, désolé du retard et ravi de faire connaissance avec les autres panélistes. Le JME, moi, a été créé en février 2003 et depuis février 2003, naturellement, nous avons euh, d'abord spécifié un certain nombre de principes de gouvernance, de spécifications fonctionnelles et techniques pour assurer l'interopérabilité carte bancaire. C'est la première mission qui a été réalisée parce que notre mission ne se limite pas qu'aux cartes, mais elle consiste simplement à promouvoir les transactions électroniques versus le cash. Et pour cela, on a d'abord créé le cadre normatif en termes d'émission de cartes, d'acceptation de cartes. Et cela a naturellement induit une interopérabilité. Parce que si vous avez différentes banques qui sont les émetteurs et les acquéreurs, qui adoptent des spécifications et qui émettent des instruments de paiement conformément à ces spécifications, cela crée naturellement le corpus de base de l'interopérabilité des instruments de paiement en question. Donc, c'était la carte bancaire. Et ce réseau interbancaire Switch existe donc depuis lors. Et tout autour, nous avons développé d'autres activités, mais qui ne sont pas, qui renforcent, qui ne viennent que renforcer l'interopérabilité. Donc, nous avons un réseau d'interopérabilité qui a 22 ans aujourd'hui et qui est une interopérabilité sur l'instrument de paiement carte bancaire. C'est ce que le GIM a fait. Mais dans l'espace UEMOA, il y a eu d'autres interopérabilités qui ont été construites, mais cette fois directement par la Banque centrale. C'est l'interopérabilité autour du chèque, de l'instrument de paiement chèque, du virement bancaire, du prélèvement et des effets de commerce. Et c'est ce qu'on appelle SICA UEMOA, qui est né Mhm. aussi quasiment la même année que le GIM. Et voilà, toutes ces deux, si je m'en tiens aux instruments de paiement, je dirais de masse, c'est les deux véritables interopérabilités construites dans la région, structurées, gouvernées, réglementées et surveillées. À côté de ces deux, naturellement, d'autres interopérabilités sont nées sans demander la permission de qui que ce soit, se sont construites, se sont adaptées. Mais celle que le GIM a faite, c'est la carte. Et la BCA a fait pour les autres instruments. Ok, merci. Comment, après la création ou la mise en place justement de ce système, si on reste sur l'interopérabilité des cartes, comment ça a impacté la zone d'après vous? Quel est ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que ça a pu apporter en termes de développement? Ce que je constate, c'est que le volume de transactions augmente d'année après année. Les volumes traités aussi augmentent. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 milliards traités par carte bancaire en interbancaire. Mais ça reste anecdotique par rapport au volume total qui est traité, même si cela ne passe pas par l'interbancaire, parce que les réseaux ONAS sont très développés, c'est-à-dire les réseaux internes des banques elles-mêmes. Et cela témoigne aussi du fait que les clients rechignent à aller vers l'interbancarité forcément. Nous avons 196 millions de transactions par carte bancaire dans l'espace UEMOA. Pour 8 millions de cartes bancaires, 142 millions d'habitants. C'est très peu. Mais c'est les chiffres que nous avons, en tout cas à fin 2023, c'est 196 millions de transactions par carte pour une valeur totale de 16 800 milliards qui se sont déplacés. Si on se réfère à l'anecdote du patron de M-Pesa. Mais ça reste Mhm. anecdotique.
comparé à ce qui se fait avec le mobile. Donc, c'est pour ça que je dis, la carte, c'est bien, elle a fait son chemin, elle existe, c'est un standard international, c'est très bien. La région s'est dotée de son propre schéma de paiement domestique qui émet, qui a spécifié une carte bancaire en dehors de Visa et Mastercard qui fonctionne dans les 8 pays en toute interopérabilité. Tout ça, ce sont des avancées, mais je pense que ça a fait son temps. Il faut passer à autre chose. Parce que le terrain, le marché et le consommateur nous racontent une autre histoire que nous devons entendre et intégrer. Mhm. Nous allons sûrement revenir sur l'autre histoire qu'il faut développer dans le futur, présent et Voilà. futur, bien sûr. Je vais passer à vous, Monsieur Bueno. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette interopérabilité à RDC? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a comme type d'interopérabilité? C'est quoi les nuances au niveau de la RDC? Oui, merci. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier encore et de m'avoir invité et honoré. Je suis vraiment honoré d'être parmi ce panel de gens de renom. Euh, Quelle interopérabilité avons-nous au niveau de la RDC? Un peu comme le JMEMOA, nous avons une interopérabilité des cartes bancaires en premier lieu. Multipay Congo, comme vous l'avez annoncé vous-même, est première société ou la compagnie qui a déployé le premier service d'interopérabilité bancaire des cartes locales. Nous avons pu le faire à travers la solution Multipay en 2015, qui avait été lancée depuis 2015, mais qui n'était fait qu'au niveau de quatre banques, quatre grandes banques du pays. Le pays tient près de 15 banques en ce moment, mais nous l'avions fait avec quatre banques d'abord. Et lorsqu'on l'a lancé, nous avions lancé sur des services spécifiques qui étaient le retrait du cash au niveau des guichets automatiques de billets. Nous avons aussi la consultation des soldes au niveau de ces guichets, ainsi que le paiement au niveau des terminaux de paiement électronique, au niveau des marchands, mais le retrait aussi du cash sur les terminaux de paiement électronique, mais localisés dans les agences des institutions financières qui étaient membres de Multipay. Donc, la première interopérabilité que nous avons vue en 2015, c'était celle-là, celle des cartes bancaires locales. Nous avons évolué ensuite à instruire ou à rajouter les cartes internationales pour celles qui se passent au niveau local, hein. Donc aujourd'hui, Multipay peut aussi traiter certaines de ces cartes internationales. Mais la deuxième interopérabilité que je peux mentionner serait l'interopérabilité au niveau du switch monétique national. Euh, Vous avez mentionné tout à l'heure que le switch monétique national, avec la carte Mosolo, le scheme local, a vu le jour en 2020 et Multipay a créé cette interopérabilité de switch en switch à ce jour. Les banques ou les institutions financières au niveau du réseau Multipay peuvent d'une certaine manière se connecter au switch national et traiter les transactions des cartes Mosolo. Euh, voilà, en quelques mots, les types d'interopérabilité que nous avons. Nous prévoyons d'autres genres d'interopérabilité qui vont dans le même sens que le JIM-UMOA, UMOA aussi, notamment vis-à-vis des virements, hein, des virements des transferts. Nous sommes en pleine gestation dans nos laboratoires en ce moment pour les membres de notre réseau, ainsi que l'interopérabilité des plateformes des solutions d'agency banking. Nous avons vu vraiment un grand besoin au niveau des des agency banking et nous prévoyons mettre cette interopérabilité en place. En quelques mots. D'accord. Et en termes d'impact, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de ce que vous avez développé? Est-ce que au niveau de ces interopérabilités, c'est toujours les quatre banques initiales ou pionnières qui restent dans le réseau ou le réseau s'est étendu? Ouais. Non, non, nous avons vu un besoin vraiment important. Chaque année, il y a eu une croissance énorme. Bon, il faut reconnaître que en matière de cartes, la première carte a été déployée. Le premier guichet automatique de billets au pays a été déployé en 2006 seulement. Donc, la RDC reste dans sa genèse d'une certaine manière au niveau du numérique. Nous n'avions pas, lorsque nous avions déployé cette interopérabilité, nous comptions près de 300 000 cartes seulement autour des quatre banques. Aujourd'hui,
il y a un engouement et il y a un besoin chaque année. Nous voyons une croissance plutôt élevée, surtout lorsque nous mettons un peu de campagne autour de ce produit. Mais sinon, depuis lors, nous avons signé d'autres membres qui ont rejoint, qui sont en phase d'intégration en ce moment. Il y a trois nouvelles banques qui nous ont rejoints, mais qui sont en phase d'intégration, dont nous ferons part dans les mois à venir. Mais sinon, même au niveau des transactions, nous avons vu tous les ans une croissance. On peut parler de l'année passée, nous avions fait passer près de 60 millions de dollars l'année qui sont passés dans le switch multipay. Et ça, c'est au niveau du dollar, parce qu'il faut le mentionner que Multipay fait et le dollar et le franc congolais, étant donné que la RDC est un pays à double currency, comme vous le savez. Donc, et au niveau de franc congolais, nous parlions près de, euh, si on le convertit en dollars, voilà, 70 milliards de francs congolais à peu près, euh, en francs congolais, hein, qui peuvent être convertis en dollars après. Bon, donc, ça, c'est une croissance quand même assez élevée. Depuis que nous avions commencé jusqu'à ce jour, nous voyons plus de 200% de croissance. Voilà, donc il y a un effet important. Ça montre que les bénéfices que donne cette interopérabilité, qui est la proximité, la flexibilité pour les clients finaux, est là. Le besoin est important. Et la mutualisation des coûts des membres qui rejoignent le réseau voit aussi son importance. Donc, nous pensons réellement que si nous continuons sur cette lignée, nous allons jouer un rôle clé au niveau de la promotion de l'inclusion financière parce que les deux éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure en font partie et aident à pouvoir donner cette inclusion financière qui va stimuler d'une certaine manière aussi l'économie de la RDC. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire sur les effets. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Delano, alors, votre entreprise a la particularité de couvrir les deux zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et notamment la RDC. Comment vous positionnez-vous en termes des services, pardon, proposés d'interopérabilité sur ces deux zones-là en RDC, en Afrique de l'Ouest? Alors, vous pouvez répéter, comment on se positionne par rapport à la RDC? Par rapport à à l'interopérabilité, pardon, en RDC et dans la zone d'Afrique de l'Ouest, quels sont les use cases que vous proposez, les services? Quel D'accord, type parfait. d'interopérabilité vous proposez? Oui, donc merci beaucoup. Quelques mots sur Myriad. Donc en fait, on est moins connus que Multipay et que JBMOA, bien sûr. Donc nous, on accompagne les opérateurs de mobile money, les banques, les microfinances, en fait tous les acteurs de l'écosystème sur tout ce qui est mobile banking. Donc mobile banking, ça va être de fournir des solutions telles app, USSD, WhatsApp banking, etc. à tous ces différents acteurs. Ça commence tout le temps par du travail au niveau du silo de chacun de ces opérateurs. Donc, on va aller chercher de consultation de solde, du paiement à la personne, du paiement facturier, du paiement marchand. Et en fait, très, très vite, on va se retrouver sur de l'interopérabilité, puisqu'en fait, les différents acteurs de l'écosystème doivent travailler ensemble. Donc, côté banque, c'est finalement de pouvoir avoir accès au mobile money et d'avoir accès aux agents des mobile money pour pouvoir faire le cash-in, cash-out auprès des utilisateurs. Côté mobile money, c'est pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans l'écosystème, que ce soit l'argent qui vient du gouvernement, des salaires, qui vient des entreprises, etc. Donc, nous, notre travail se situe beaucoup autour du bank to wallet. En fait, ces connectivités un peu bilatérales qu'on voit un peu partout. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup de bank to wallet, mais encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc c'est de la connectivité, c'est du pipe. C'est même des intégrations avec des plateformes, on va dire régionales, telle la plateforme du JMAC. On en parlera peut-être un peu, mais on voit qu'au Congo, il y a une interopérabilité au niveau de la monétique. C'est pareil au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais au niveau de l'Afrique centrale, on parle vraiment d'une interopérabilité multisectorielle où on connecte les banques, les microfinances, un tout petit peu les microfinances et les mobile money. Et on aide un peu tout cet écosystème, connectivité, application, pour pouvoir vraiment gérer tous les use cases qui sont intéressants pour l'utilisateur, hein.
Donc, c'est comment je vais faire pour retirer du cash de l'ATM, mais de mon compte Mobile Money, comment je vais faire pour envoyer de l'argent de SocGen au Tchad pour aller, je sais pas, au Mobile Money, MTN Money au Cameroun. Tout ce type de cas de figure qui, une fois la connexion finalement établie, il faut vraiment penser au service à la personne. Et c'est vraiment un peu tous ces services qu'on développe chez Myriad, avec les bénéfices associés d'inclusion financière, d'inclusion digitale, de réduire la fragmentation des services, etc. Mhm. Et quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans le service, dans le développement des services que Mhm. vous offrez à la population? Est-ce les mêmes à RDC qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple? Alors, on voit des sujets qui se recoupent un peu partout. Donc, au niveau des acteurs, il y a beaucoup de sujets qui se situent au niveau de la connectivité. Finalement, c'est une banque qui va dire, j'ai mon core banking system, j'ai mes API, je voudrais me connecter au Momo, venez vous connecter. C'est les mobile money qui disent, ben, moi j'ai mes API, pas forcément bien utilisé, mais venez le faire. Donc c'est beaucoup de connectivité, connectivité. Au niveau des use cases, c'est des use cases très très similaires un peu partout. Du paiement facturier, du paiement par QR code, de l'envoi finalement d'un banque vers un wallet, wallet vers la banque, des systèmes de ATM cash-in, des systèmes TPE, etc. Donc, il y a beaucoup de problématiques vraiment similaires dans les différentes régions, avec des approches un peu différentes, mais finalement, techniquement, beaucoup de choses qui se recoupent. Mhm. Et comment vous pensez qu'on pourrait rendre fluide l'interopérabilité entre ces différents fournisseurs, ces différents systèmes, que ce soit mobile money, monétique, système bancaire, Bah, microfinance, pour ne citer que ça. Oui, allez-y. en fait, on a ici trois mondes, hein. Le monde de la monétique, et des cartes Visa, Mastercard, autres systèmes. On a le monde de la banque, le monde du mobile money. Pour rendre fluide tout ça, il faut déjà les connecter. C'est trois mondes complètement indépendants qui ont besoin d'être connectés. Ensuite, faut vraiment, une fois connecté, la fluidité va venir des cas d'utilisation finalement. C'est bien beau de faire toute la plomberie, une fois la plomberie en place, de quoi j'ai besoin? Donc, j'ai besoin, en tant que marchand, peut-être d'un TPE qui va me permettre d'accepter la carte et le paiement par mobile money. J'ai besoin, en tant qu'utilisateur de microfinance, de pouvoir rembourser mon prêt à partir de mon wallet, de mon mobile money, parce que j'ai pas envie de faire 2 heures pour me retrouver en agence. J'ai besoin, en tant qu'utilisateur, de pouvoir retirer du cash des ATM, mais le cash de mon Momo, parce que ben, le soir, les agents sont pas là. Quand il y a des problèmes de sécurité, c'est pareil. Donc finalement, la fluidité, je pense que vient beaucoup des cas d'utilisation. On voit des cas d'utilisation très, très fluides, très, très puissants. Euh, Comme par exemple, je vais citer Jamo. Je sais pas des pardon de Jamo, mais je vais citer Jamo, où l'utilisateur peut avoir une carte Visa, qui peut recharger avec ses Momo, il peut faire du paiement vers tous les mobile money, il peut recevoir un paiement à partir de son IBAN virtuel et il peut utiliser sa carte un peu partout. Donc ça, c'est vraiment l'interopérabilité, là pour le coup privé, au compte de l'utilisateur. Ensuite, pour la fluidité, je pense qu'il y a plusieurs autres facteurs, ne serait-ce que des facteurs de tarification simples et puis, on va dire, simple et transparente. Enfin, aujourd'hui, si je veux faire un back to wallet de mon Momo à la banque, ou de mes différents Momo à mon compte en banque, les frais sont pas la même chose qu'ils viennent d'un Momo ou un autre, qu'ils soient vers la banque, vers le wallet, du wallet vers la banque, ils seront pas les mêmes en fonction du niveau de transaction. Ils seront des fois pas les mêmes en fonction du canal de communication utilisé. Parce qu'il y a des petits malins qui se sont rendus compte que la directive de la BCAO, elle disait on pouvait pas facturer le transfert P2P à partir de l'app, mais on peut le faire à partir de d'autres canaux, par exemple à partir de l'USSD. Donc la tarification commence à être un peu différente en fonction des canaux. On s'y retrouve pas.
Je pense que il faut pas, faut quand même quelque chose qui soit assez simple pour que les gens s'y retrouvent et puis qu'ils n'aient pas juste sortir du cash pour passer d'un système à un autre. Hmm. Intéressant. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé de Jamo. Jamo, je pense qu'on peut le considérer peut-être comme un concurrent pour vous. Il a une fintech aussi. Ma question, c'est de savoir comment les fintechs arrivent à évoluer dans cette mouvance d'interopérabilité et dans le secteur et à pouvoir quand même coopérer, travailler, collaborer pour développer des Ouais. systèmes. Comment une fintech peut réellement tirer parti de l'interopérabilité et continuer à s'innover, à innover et à se différencier? En fait, bon, je ne considérerais pas Jamo comme un concurrent, parce que nous, on fournit surtout des solutions aux banques, aux microfinances, aux opérateurs de mobile money, donc on est vraiment dans le domaine du B2B. Ensuite, il faut vraiment voir que finalement, les fintechs font beaucoup de choses similaires. Donc, on crée tous une plateforme stable qui permet de traiter énormément de transactions, qui est sécurisée, qui fait de la gestion de fraude. Et derrière, on a toutes les problématiques d'interopérabilité. Donc aujourd'hui, une grande partie du travail que nous, on fait chez Myriad et que tout le monde fait en fait finalement, c'est de se connecter à tout le monde. Et quand on fait ça, finalement, on passe énormément de temps à faire de la plomberie. Donc c'est intéressant, ça crée certaines opportunités. Dans le cas de Myriad, qui est une fintech, on va dire plus sur sur le terme premier du terme, donc qui va être, on fournit des solutions techniques à l'écosystème financier. Aujourd'hui, beaucoup de travail chez Myriad consiste à faire cette plomberie. Donc, faire les systèmes de mobile banking et derrière les connecter au Momo, au compte en banque, euh, au système de monétique, etc., etc. Beaucoup d'opportunités là-dessus. Une fois que cette connectivité est en place et qu'elle est en place pour tout le monde, finalement, là, on peut commencer à innover. Donc, l'innovation va venir, comme je disais, hein, des use cases innovants qui répondent à des vrais besoins. C'est les premières choses. Elle nous permet de mettre en place des systèmes uniques qui permettent de transférer de l'argent d'un écosystème à un autre d'une façon simple pour l'utilisateur et très utile pour l'utilisateur. L'interopérabilité, en fait, c'est vraiment vecteur d'innovation, hein. Ça nous permet ensuite de lancer un service dans un pays et puis finalement de se dire que pour pouvoir le lancer dans un autre pays, on va pas devoir passer 2 ans à faire la plomberie parce que la plomberie est déjà faite. Donc, à ce moment-là, ça nous permet vraiment de se concentrer sur notre métier plutôt que ce travail d'interopérabilité, c'est un travail de longue haleine, hein. Donc, une fois que c'est en place, ça permet de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et puis après, peut-être de se concentrer aussi sur les autres éléments qui permettent de faire en sorte que l'utilisation du paiement digital peut être en place. Donc des solutions comme des solutions de eKYC qui permettent d'onboarder de plus en plus de personnes dans l'écosystème. On peut vraiment innover là-dessus au lieu de passer notre temps à intégrer système par système, pays par pays, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui finalement limite l'innovation. Mm. Et finalement, est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce système d'interopérabilité? Est-ce que la différenciation coûte au fintech ou c'est quelque chose qui est abordable et qui peut rentrer facilement dans la stratégie sans que ce ne soit trop lourd ou perçu comme un risque Oh, majeur? non, non, non. Bon, là, l'interopérabilité change un peu les business models, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et puis là où on pouvait offrir nos services qui étaient des services finalement de connectivité, il faut qu'on monte dans l'innovation. Et ça nous permet justement de se détacher de ça, hein. Donc, en se détachant de ça, on arrive à plus innover, plus offrir des services. C'est juste un changement juste un changement de business, mais forcément très intéressant. Moi, quand je parle à différents acteurs, que ce soit des agrégateurs de mobile money, que ce soit même les acteurs un peu plus historiques, hein, on va voir les banques, les opérateurs de mobile money, etc. Euh, Tout le monde regarde l'interopérabilité comme étant quelque chose d'utile. En tout cas, certainement côté banque et côté microfinance, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment voir venir.
Par contre, ça change forcément les façons de fonctionner, les business models, les façons de se différencier. Donc voilà, mais ça permet à tout le monde de se concentrer sur son métier. Mhm. Merci. Monsieur Koulibaly, je reviens vers vous. Avec tout ce que vous avez développé, tous les progrès et l'impact que vous avez énoncé tout à l'heure, il doit bien y avoir des défis ou des difficultés que vous avez rencontrées et que vous rencontrez encore. Pouvez-vous nous en parler? Oui, merci beaucoup. Je dirais que la situation aujourd'hui au niveau du marché de l'UE, c'est que nous avons différents types d'interopérabilité, celles qui sont structurées, réglementées, et celles qui ne sont pas structurées et non réglementées, et souvent très peu équipées pour faire face aux risques systémiques. Ce qui fait que, et ces deux mondes-là échangent, ces deux mondes parallèles s'embrassent et ça crée un système financier qui est très dangereux au niveau, en tout cas, des transactions électroniques. Dans le système non structuré, évidemment, c'est des liens, voilà, c'est des liens entre entités avec des API et l'économie des API dans ce monde est très coûteuse. Et je pense que très peu de ces activités, très peu de ces fintechs aujourd'hui sont rentables. Elles sont pas rentables. Quand vous cumulez l'émission d'une carte internationale qui est très coûteuse, très peu de gens font attention au modèle de tarification des Visa et Mastercard et autres. C'est irrésistiblement, je veux dire, c'est destructeur de valeur pour ces fintechs. Et si on ajoute à ça les coûts de l'interconnexion pour créer leur forme d'interopérabilité, on ne s'en sort pas. C'est pour cela que, en ayant fait ce diagnostic, nous avons, et surtout le drame, c'est que ça obère les coûts pour le client final. Parce qu'on ne fait que faire de superposition de marge en superposition de marge. Et donc, au final, le client, très peu de clients adoptent ces transactions. Diamo existe bien dans l'UEMO, mais on a 8 millions de cartes. Ça aussi, c'est une réalité. Diamo existe dans l'UE. Moi, je travaille avec Diamo. On fait des campagnes d'incitation à l'usage ensemble parce que toutes les transactions des cartes Diamo sont déversées dans le sushi du site. Donc, c'est dans notre intérêt que Diamo se porte bien. Donc, on les soutient. On a fait plusieurs actions marketing ensemble. Mais je les plains. Voilà. La situation n'est pas facile. Donc, il faut recomposer tout ce monde-là et nous pensons qu'il faut passer d'une interopérabilité par instrument de paiement à une interopérabilité des acteurs du système financier. C'est la meilleure manière de procéder si on veut vraiment avoir des résultats et qu'on ne veut pas faire des effets d'annonce ou du buzz. Il faut une véritable interopérabilité. Sortons de l'interopérabilité des moyens de paiement dits monétiques, cartes bancaires et autres, et après, on vient accoler par des jeux d'API, ça ne marche pas. Et on déplace l'argent d'un instrument de paiement à un autre. Et on oublie que c'est pour avant tout acheter des services et des biens. Mais où est les biens? Où sont les biens, pardon? Les biens, personne ne s'en occupe. Les services, personne ne s'en occupe. L'interopérabilité ne saurait être que entre instruments de paiement, c'est entre les acteurs. Et les acteurs produisent des moyens de paiement, mais produisent aussi des services. C'est pour cela que nous, on a lancé JimPay, qui est l'interopérabilité totale. Ce n'est pas une interopérabilité compte à compte. On la connaît bien, on a contribué à la spécification de l'interopérabilité compte à compte, qui est la base du système PIB de la Banque centrale. Mais je pense que ce n'est pas encore la solution. Ça contribue à faire avancer les choses, mais on ne peut plus attendre. Les populations sont fatiguées de sortir de là. Je vous donne un exemple simple. Si j'ai une facture d'électricité de 500 000 à payer, et beaucoup de gens ont ce genre de facture-là, je vais devoir passer de ma banque, faire 3 transactions de mon compte bancaire vers mon opérateur mobile money de préférence. Ça peut être Wave, ça peut être Orange ou tout autre. Et parce que je ne peux pas transférer plus de 200 000 par transaction. Donc, je fais 200 000 deux fois. Et à chaque fois que je fais 200 000, je paye 500 francs de frais. Et je fais la dernière transaction 100 000. Je paye 100 000 et je vais payer peut-être 200, 500 francs. Puis c'est un forfait. Donc, ça fait 1500 de frais pour transférer 500 000 de mon compte bancaire
vers le wallet. Et il faut que ça marche, parce que parfois, ça peut ne pas marcher. Quand les 500 000 se retrouvent sur le wallet, je dois maintenant payer ma facture. Et là encore, je paye des frais. Combien de clients vous connaissez dans la zone qui peuvent vraiment faire cela? C'est ceux qui sont assis dans le bureau qui ont des revenus mensuels. Et ce n'est pas les plus nombreux. Donc, il faut repenser tout ce système. Le bank wallet, c'est un système D. Parce qu'il y a un vide, on essaie de mettre quelque chose. On va aller d'une ville à une autre. L'État n'a pas encore construit de pont. Les villageois se réunissent et construisent un pont de fortune. Le bank wallet, c'est un pont de fortune. Donc, il faut qu'on sorte des ponts de fortune, qu'on crée de vrais ponts, de vrais échangeurs avec de vrais boulevards pour que, enfin, les transactions électroniques avancent versus le cash. C'est ce que nous avons tenté modestement de faire avec Gimpay. Et ce système est plus intéressant parce que Gimpay est une plateforme développée directement par nous-mêmes parce que ça n'existe pas chez un éditeur. On a fait le tour, ça n'existe pas. Donc, on l'a bâti nous-mêmes. On a défini les différents modules avec une couche d'intégration que nous maîtrisons de bout en bout, dont nous pouvons générer autant d'API que nous voulons pour tous les cas d'usage qui existent. Et dans cette plateforme, nous demandons simplement aux différents acteurs de s'enrôler. Un acteur s'enrôle comment? Une banque, je prends un exemple, une banque, pour s'enrôler dans une pays, doit disposer des API sur son core banking, sur son card management system, sur ses canaux, notamment le GAB, les terminaux de paiement et le mobile banking. Quand il a tous ces API, on les intègre. On échange des API avec le GIMPay, avec l'intégration layer de GIMPay qui est GIMGAB. Et quand cela est fait, il est producteur de services. La banque est productrice de services et elle produit des services qui sont les instruments de paiement. Le compte bancaire, c'est un instrument de paiement. Le virement bancaire, tout ceci, la monétique, et aussi si elle a des services, elle peut aussi les interfacer avec la plateforme. Donc, elle est producteur de services, elle vient sur la plateforme pour les exposer. Les autres acteurs qui sont autour de la plateforme, c'est d'autres banques, c'est des microfinances, c'est des opérateurs mobile money, qui soient d'origine télécom ou pas. J'ai cité déjà les microfinances, c'est les États, les trésors. Et tout ce monde peut venir, c'est aussi les fintech. Et tout ce monde peut venir dire, ah oui, ce service m'intéresse, si je l'intègre dans mon portefeuille de services, ça permet de faire ceci, ainsi de suite. Donc tout le monde est autour et tout le monde est producteur et consommateur de services. À partir de ce moment, on est dans une interopérabilité totale. C'est cette interopérabilité qui est souhaitable parce que là, chacun va profiter des services de l'autre et surtout le plus important, le consommateur est cerné. Parce qu'on l'oublie, tout ça, on le fait pour un consommateur. Le consommateur dans l'UEMOA n'est pas fidèle à une institution. Le consommateur a plusieurs comptes bancaires. Il a plusieurs comptes dans les microfinances. Il a plusieurs wallets. Et il a toujours du cash. Et il a des cartes prépayées, pas de sa banque, mais d'autres banques. Comment on cerne l'expérience client de ce consommateur? Comment on arrive à connaître ce consommateur à l'ère du digital? Toutes les formes d'interopérabilité qu'on a citées avant ne permettent même pas de voir le consommateur, alors que c'est lui le cœur. Donc, on fait ces interopérabilités pourquoi? L'interopérabilité véritable qui nous permettra de faire avancer la société cashless, il y aura toujours un peu de cash, mais pour avancer vers cette société, c'est l'interopérabilité GenPay parce qu'elle est globale. Elle se situe au niveau des acteurs et considère l'acteur pour dire, monsieur l'acteur, vous produisez des choses, mais vous pourrez consommer d'autres choses pour enrichir votre modèle. Et au niveau économique, ce n'est pas de la superposition de marge, c'est du partage des revenus. Donc, il y a un producteur, il y a quelqu'un d'autre qui consomme. Le producteur dit, moi, je produis mon service, il coûte tant. Le gym lui dit, alors, ce montant, on va le partager entre tous ceux qui ont contribué à la transaction. Deuxième principe de GP, la transaction. Quand on fait cette interopérabilité globale, le modèle économique ne peut qu'être assis sur la transaction. Seule la transaction compte infini. Peu importe le moyen de paiement qu'on a utilisé, c'est la transaction qui compte.
Mais pour que tout ceci se fasse de manière harmonieuse, nous avons fait, nous avons continué à définir un cadre normatif, standardisation des API, parce que c'est un monde d'API. Donc, on a fait standardiser les API. Ça a été déjà validé au niveau du conseil, du comité de normalisation du secteur financier et bancaire, auquel nous siégeons d'ailleurs en tant qu'administrateurs et actionnaires, tout comme les banques et les autres contributeurs. Et aujourd'hui, cette normalisation des API est en cours de validation par la Banque centrale. Mais déjà, nous avons fait pour le QR code, nous avons normalisé un QR code interopérable pour éviter qu'un QR code marchand, pour éviter la situation qu'on voit dans l'UEMOA. Vous allez dans une boutique, vous voyez QR code Wave, Orange, Free, voilà. Et chacun doit venir, faut payer. Si vous payez par Orange, il vous fait flasher le QR code Orange. Bon, on a normalisé tout ça et il y a un QR code interopérable qui existe, qui a été validé par la Banque centrale depuis 2021, mais qui est très peu adopté par les acteurs. Mais on va les aider à aller vers ça. Avec Jimpay, c'est ce QR code qui marchera. Donc, le cadre normatif est extrêmement important. C'est ce qui a manqué dans les systèmes non structurés d'interopérabilité. Parce qu'il n'y a pas de cadre normatif. Si le client a un problème, il fait face à qui? Comment on règle les litiges? Rien n'existe là-bas. Et ce ne sont pas des instruments de paiement au sens standard du terme, comme l'est la carte. La carte peut être très peu adoptée, mais elle est assise sur un standard mondial. Ce qui en assure son interopérabilité à l'échelle internationale, ce qui n'est pas le cas pour les instruments de paiement alternatifs comme le wallet et autres, qui ne peuvent même pas passer d'un acteur à un autre. Mhm. Donc, on a tenu compte de tout cela. On s'est dit, si on doit créer cette interopérativité globale, il faut aussi traiter dans le cadre normatif la problématique du wallet, du mobile money dans l'UEMOA. Et donc, on a lancé un projet de normalisation du wallet qu'on va asseoir sur les rails de la carte. Donc, une transaction mobile money sera perçue comme une transaction de carte virtuelle à carte virtuelle. À partir de ce moment, tout dépend maintenant du schéma de paiement qui est émis. Si vous avez votre wallet et vous voulez l'émettre avec le schéma de paiement domestique du GIM, ben, ça veut dire que c'est une carte GIM. À partir de ce moment, quand vous sortez du Sénégal, que vous êtes dans les 7 autres pays de l'UEMOA, votre wallet marche. Si vous sortez de l'UEMOA, ça marchera toujours si vous allez au Nigeria, parce que nous avons établi une interopérabilité entre le verbe, le réseau de verbes et le réseau GIM. C'est une acceptation réciproque. Nous sommes en train d'ouvrir ce genre de corridor parce que nous estimons que pour sortir de l'UEMOA, il n'est inconcevable de dépendre de Visa et Mastercard. Pourquoi? Il faut donner le choix aux gens. Je pense que En c'est effet. le champion de la liberté, c'est les États-Unis. Donc, ils ne m'en voudraient pas de dire que je donne l'alternative aux populations de l'UEMOA de choisir entre Visa, Mastercard, GIM et vers tous ceux qui veulent. Mais je ne peux pas concevoir de créer un duopole. Dès qu'on sort de l'UEMOA, on est face à un duopole. Et En ça, effet. je ne peux pas le supporter. Et donc, on Mhm. est en train d'ouvrir des canaux. On l'a fait avec Verve. Le lancement a été fait le 23 avril dernier. Aujourd'hui, la carte Verve est acceptée dans les 8 pays. C'était la première phase du projet. Donc, dans les 8 pays de l'UEMOA. Le lancement a été Mhm. fait à Lagos. Et nous travaillons à faire la deuxième phase qui sera que la carte GIM va être acceptée dans le réseau de Verve et qui fera 31 pays au total où que ce soit la carte GIM ou la carte Verve, ça marchera sur tous les instruments d'acceptation. Et Mhm. on va développer au-dessus de cela d'autres moyens de transfert d'argent entre ces deux zones. Le projet se poursuit avec la Mauritanie, qui est tout près de la zone UEMOA, mais qui est une autre zone. Et aussi le troisième, c'est avec le Maroc où on va Ok. intégrer dans Jimpay la plateforme de paiement des factures du Maroc, qui est gérée par le CMI, l'équivalent du GIM, qui s'appelle Facturati. On travaille à intégrer cette plateforme dans Jimpay pour que les populations qui sont marocaines, qui sont dans l'UEMOA, qui veulent payer les factures de leur famille, puissent le faire. Et donc, Ok. et même les populations de l'UEMOA qui ne sont pas marocaines, mais c'est des populations natives de l'UEMOA qui ont des enfants au Maroc, peuvent payer les factures de leurs enfants sur cette plateforme.
C'est à cela que nous croyons. Nous ne croyons pas au système Visa Mastercard. Pour nous, le système Visa Mastercard est un moyen de paiement comme un autre. Mais cette Hmm. emprise de vouloir tout cannibaliser, tout structurer autour de Visa Mastercard, pour nous, ce n'est pas acceptable. Ok. Ils peuvent opérer, c'est leur choix. Mais nous ne pouvons pas enfermer les banques, les fintechs dans les griffes de Visa et Mastercard. Ça, je le dis et c'est officiel. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, je crois que nous avons voyagé à travers tous les projets, tous les progrès qui ont déjà été faits et tous les C'est ça. projets aussi en cours Voilà. et qui donnent de l'espoir de beaucoup Voilà. de développement et d'innovation. Et je vais quand même vous poser une question, j'espère en une minute si vous pouvez nous répondre. Vous Mhm. avez évoqué le fait, tous les développements que vous faites avec les mobile money que vous voulez et rajouter au réseau, normalisé aussi avec la carte, les Mhm. codes QR, etc. Comment aujourd'hui vous cohabitez avec le réseau, le projet, pardon, d'interopérabilité de la Banque centrale? Est-ce Nous que vous ne opérons vous marchez pas aujourd'hui. sur les pieds? Non, je ne marche pas dessus, surtout. Surtout pas. C'est notre actionnaire principal et c'est le régulateur. On ne peut pas se marcher dessus avec le régulateur, à moins d'être suicidaire. Donc, nous avons conduit une interopérabilité par carte. La BCAO a géré l'interopérabilité du chèque, du virement. Tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Nous Mhm. travaillons ensemble. Ben, c'est la même logique qui se poursuit avec le SPI. Comme je l'ai dit, c'est une tendance qui existe depuis l'origine du GIM. La Banque centrale a toujours considéré, oui, ça, le GIM va faire, ça, nous, on va le faire. C'est cela, c'est eux qui drive. Ça se poursuit et voilà, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas partie du projet SP, du projet PI, comme vous pouvez le Mhm. constater. C'est des comptes bancaires à compte wallet. Ce sont des instruments que nous ne maîtrisons pas. Nous maîtrisons que la carte bancaire. Eux, ils le font de l'autre D'accord. côté. Mais je dis, une fois que ça existera, est-ce que l'enjeu, le fondamental, le client final, franchement, c'est ce qu'il attend? Je ne crois pas en ça. Pour moi, c'est plus que ça. Ce que le client attend, c'est de faire ses services, ses transactions de manière vraiment fluide, sans souci. Pourquoi je dois transférer de mon compte à un autre instrument? Non. Je prends l'argent là où il est. Et s'il n'est Mhm. pas suffisant et que j'ai un peu ailleurs, je peux même cumuler et je paye le service. C'est ce que nous avons réalisé dans une pays. C'est à ça que nous croyons. Nous pensons Et nous que ne c'est pouvons. vraiment l'étape, la véritable interopérabilité. Les autres, c'est comme vous décidez de bitumer des routes. Vous bitumez 100 km et puis vous laissez. Les 200 autres kilomètres sont non bitumés. Ben, c'est ça, parce que le paiement, ce n'est qu'une étape de la transaction. C'est même la dernière. Il y a d'autres étapes avant. Est-ce qu'aujourd'hui, en continuant avec ces interopérabilités par silo, nous permettons aux gouvernants d'avoir les données sur l'usage qui est fait réellement de l'argent? Non. Quand je vais au distributeur, je retire du cash, je ne sais pas, les acteurs ne savent pas ce qu'on en fait. Donc, quand je Mhm. prends de l'argent de mon compte bancaire que je l'envoie sur le wallet, mais qu'est-ce que je fais de cet argent? Ce n'est pas connu. On n'a pas résolu Ok. le problème. Donc, il y a pas, on ne se marche pas dessus. Même mieux, nous avons fait mieux. On a développé tout un document de synergie entre Pi et Jinpei que nous avons soumis à la Banque centrale. Nous avons dit, on peut échanger des API. Une banque qui est enrôlée dans Jinpei n'a pas besoin de refaire le processus d'enrôlement dans Pi. Mhm. Grâce à ces API que nous aurons échangés, on pourra, c'est comme un pont qu'on établit entre les deux systèmes. Ensuite, dans le Ok. business plan de Jimpay, les transactions, c'est-à-dire je suis client d'une banque qui est dans Jimpay. Je peux enrôler tous mes instruments de paiement, wallet, carte prépayée. Si je dois transférer de l'argent de mon wallet Orange à quelqu'un, un de mes proches, parce que c'est nécessaire, cette transaction n'est pas facturée dans Jimpay. Mhm. Quand je la déclenche dans Jimpay, on la route directement vers la plateforme de la Banque centrale pour traiter et terminer les transactions conformément à leurs règles. Donc, on a créé une harmonie entre les deux, de telle sorte qu'il n'y a pas de confusion parce qu'on ne fait pas la même chose. On ne vise pas les mêmes objectifs. Nous visons
à créer un marché commun des services digitaux au sein de l'UEMOA. Nous visons à réaliser une interopérabilité globale de tous les acteurs, que les acteurs échangent entre eux. Et cela va permettre, c'est la base pour développer d'autres cas d'usage, comme par exemple l'épargne automatisée, qui est incluse dans GimpayPay, mais qu'aucune plateforme d'interopérabilité ne peut, telle qu'elle existe, ne peut réaliser. Et cette Mhm. épargne automatisée fonctionne comment? Vous faites une dépense, j'achète au supermarché 100 000. Si j'ai programmé que pour chaque achat que je fais, prélève 10% du montant de l'achat et mets-le dans le compte d'épargne ou dans un compte titre, c'est le client final qui décide du système. En Et effet. si j'ai dit 10%, donc chaque fois que je dépense, 10% de ma dépense est épargnée, soit dans le OK. compte d'épargne de mon choix, soit dans le Mhm. compte titre de mon choix. On va très loin dans les services. Et la GimpayPay est une place de marché. Derrière, il faut un moteur pour l'alimenter. Les fintechs ont un rôle majeur. Elles sont réorientées vers leur véritable destination. Pour moi, les fintechs ne sont pas là pour faire de l'agrégation. Si on fait la bonne interopérabilité, il n'y a plus besoin de fintech pour faire l'agrégation, ni d'émission de cartes. Ça n'a pas d'intérêt. Les fintechs vont adresser les véritables problématiques endogènes du paiement. La bonne femme qui va au marché n'est pas intégrée dans le système. Le mécanicien n'est pas intégré dans ce système. Le plombier n'est pas intégré. L'électricien non plus. Donc, tous ces gens, il faut qu'on les intègre. Comment? En développant des cas d'usage qui leur permettront d'épargner, d'encaisser quand ils font des travaux, encaisser, épargner, acheter des produits d'assurance. Parce que ces gens, quand ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc, leur premier actif, c'est OK. leur santé. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci beaucoup. Nous allons quand même faire un cap d'abord en RDC pour revenir avec Monsieur Bueno. Nous avons suivi hein, avec M. Delano et M. Koulibaly quelques freins auxquels ils vont peuvent faire face, notamment la connectivité qui a été évoquée entre autres, l'adoption des services aussi qui a été évoquée entre autres. Et en fin de propos, M. Koulibaly a évoqué justement cette cohabitation avec les services ou le système qui est développé par la Banque centrale. Euh, Ce qui est un peu le cas pour vous aussi, qui proposer des services plus ou moins similaires à ceux que la Banque centrale en RDC propose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous cohabitez? Comment vous arrivez à avoir un business model viable dans cet environnement? Oui, merci pour la question. Euh, ce n'était pas, ce n'était pas aussi facile que ça, il faut le reconnaître. Mais un peu comme Monsieur Koulibaly l'a dit, euh, nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire comprendre à la Banque centrale que nous nous mettons dans un contexte de, j'aimerais dire, apporteur d'affaires, si je peux le dire comme ça. Donc, en gros, vu que Multipay était un switch privé qui avait commencé avant le switch monétique national et que nous avions pu déjà avoir certaines banques sur notre plateforme, nous avions échangé et coopéré avec le régulateur, hein. Monsieur Goblet a dit on ne peut pas être ennemi contre le régulateur, donc, mais on est plutôt complémentaires. Donc, on les a fait comprendre ou on a échangé avec eux et on a dit que voilà, nous pouvons venir, ce serait comme un gros bateau et un petit bateau, mais un petit bateau qui ramène les transactions dans le gros bateau. Et ça, c'était pour faciliter la mise en place du switch monétique national et de pouvoir avancer très rapidement. Donc, nous avons plaidé, si on peut le dire, auprès de la Banque centrale de pouvoir travailler de cette manière d'abord. Donc, en mots techniques, on parlerait de TPP, Third Party Processor. Donc, Multipay vis-à-vis de l'interopérabilité de la carte, hein, et ça, je parle juste pour le produit de la carte, nous
nous allons avoir une approche beaucoup plus d'un TPP, comme on le voit avec les différents acteurs comparativement à être des TPP pour les autres cartes internationales. Nous serons un peu un TPP au niveau de la Banque centrale par rapport au Mosolo. Donc, on va essayer de faciliter l'interconnexion de de certaines fintechs ou encore de certains acteurs clés qui ont peut-être des difficultés à directement se connecter au switch monétique national. Ils pourront passer par nous, mais seulement, et en plus, nous nous proposons d'emmener d'autres offres, d'autres valeurs ajoutées qui ne sont pas encore développées au niveau de la Banque centrale. Notamment, on a parlé du paiement instantané qui n'est pas encore disponible au niveau de la Banque centrale, mais qui l'est au niveau de nos prestataires. Donc, nous pouvons ramener des transactions euh, pour la compensation au niveau du switch monétique national. Donc, c'est cette approche que nous avons eue, une approche de TPP où nous, on agrège quand même, parce que même si j'ai entendu dire que les agrégateurs ne devraient pas exister après, peut-être, si l'interopérabilité est faite complètement, mais en ce moment, vu qu'elle n'est pas encore faite complètement, nous aidons à agréger cette partie et ensuite emmener ça au niveau du régulateur. Donc, on travaille dans une bonne approche jusqu'à là. Hmm. Si on mettait un mot un peu sur l'inclusion financière et l'impact que vous avez par rapport aux services que vous développez, quelle stratégie vous avez mise en place pour favoriser l'adoption des services interopérables au niveau des consommateurs finaux? Je sais que vous travaillez avec des banques, pas de façon directe et pas avec les consommateurs finaux de façon directe, Bien. mais quand même, est-ce que vous avez développé des stratégies qui visent ces consommateurs-là, ces utilisateurs? Oui, non, vous l'avez si bien dit, hein, nous, Multipay, on a une approche, on essaie d'avoir une approche proactive et essayer de se comporter comme une fintech, qui est un peu différent, une fintech mature, hein, qui est un peu différent de certaines approches de nos institutions financières que nous voyons. Donc oui, nous jouons plutôt un rôle de facilitateur, OK? Où aujourd'hui, nous avons déployé l'interopérabilité parmi les banques, d'accord? Et ça a permis à ce que les différentes institutions financières puissent donner quelque chose au niveau des consommateurs, d'accord? Mhm. Mais sauf que nous ne donnons pas, nous jouons pas un rôle direct avec les consommateurs parce que nos clients à nous sont les institutions financières. Donc, nous proposons des services directement au B2B d'abord, notamment des institutions financières des banques, des institutions financières qui sont membres de Multipay. C'est ensuite ces institutions financières qui doivent essayer de développer des stratégies, normalement. Mais que cela ne tend, nous essayons par le biais de ces membres de partager nos formations ou des sensibilisations, hein, au niveau des commerçants qui ont des TPE. Donc, ensemble avec ces banques, on travaille avec les équipes de marketing pour donner ou inciter ou encore discuter sur des incitations financières pour les commerçants, pour qu'ils puissent utiliser les TPE. Donc, on propose des stratégies aux banques, au marketing des banques ou encore aux commerciaux des banques qui sont liées à donc une formation et une sensibilisation pour l'utilisation de la carte au niveau des commerçants, mais aussi des incitations financières que ces banques devraient faire. Et bien sûr, il faut aussi penser aux intégrations de technologies beaucoup plus simplifiées. Au lieu de faire des TPE qui traînent et tout ça, pourquoi ne pas avoir des TPE NFC, comme on le voit bientôt, où on peut payer avec son téléphone rapidement. Donc ça, c'est des choses que nous essayons d'échanger avec nos banques et de leur dire, bon, voilà, ce serait cette manière ici faut agir pour les consommateurs, pour les commerçants, pardon. Ça, c'est pour les commerçants. Maintenant, pour les consommateurs, ça reste un peu dans le même contexte. Le client final appartient toujours aux institutions financières qui sont membres de Multipay. Donc, même pour ça, nous donnons nous allons sur le même contexte. Campagne de communication pour essayer de leur apprendre de l'interopérabilité. Nous parlons de l'éducation financière dans nos plateformes aujourd'hui. L'utilisation de la carte. Comment pouvoir améliorer
l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, on en parle un peu dans nos campagnes du mieux qu'on peut, sans pour autant intervenir vraiment dans ce que les membres qui sont dans Multipay devraient faire. C'est cette approche qu'on fait. Et je vais finir par là en disant qu'entre-temps, nous mettons aussi en place des valeurs ajoutées à notre niveau. Nous faisons des partenariats avec d'autres fintechs de Renault qui sont connus tels que Interswitch du Nigeria ou encore Noraco de l'Afrique du Sud. Et avec eux, nous essayons de ramener des valeurs ajoutées que nous allons maintenant proposer non seulement à nos membres des banques, qui pourront proposer ces valeurs ajoutées aux consommateurs et aux commerçants. Donc, c'est ça les stratégies qu'aujourd'hui Multipay essaye de mettre en place pour pouvoir vraiment aider et favoriser l'adoption des services des paiements en contexte de l'interopérabilité. Mhm. Alors, je vais vous poser une question qui est assez sensible. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une passerelle entre la RDC et l'Afrique de l'Ouest, notamment les services, par exemple, Jimpay et les services que Multipay Congo propose pour pour le bien des consommateurs qui s'y trouvent? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Oui, je profite de l'occasion parce que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer Monsieur Koulibaly. Euh, et donc, je profite de l'occasion pour dire que j'espère que nous n'allons pas nous arrêter à une interaction virtuelle et que nous allons essayer d'emmener ça au plus loin, Monsieur Ouais, Koulibaly. D'accord. ouais. Mais Vous oui, saisissez la balle au bon. j'espère aussi. Mais absolument. Pour répondre à votre question, l'idée est exactement ça. Je l'ai entendu parler de la connexion avec Verve, qu'ils ont signé un partenariat aujourd'hui avec Verve. Nous pensons faire la même chose. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'Intersuite Nigeria. Verve essaye de faire une acquisition au niveau du pays. Donc, nous avons vraiment cette vision régionale. Nous croyons réellement, comme les autres l'ont dit, que l'interopérabilité doit se faire au niveau des acteurs et non au niveau des instruments de paiement. Et une interconnexion régionale d'un switch d'un pays vers un autre serait vraiment la next step, comme on peut le dire, qu'il faut faire pour permettre cette fluidité de transaction, de ne pas penser à, bon, je suis au Congo, je vais envoyer de l'argent à tel endroit, il faut que j'envoie ici, j'envoie cela. Donc, une seule interconnexion. Bon, maintenant, sous sous réserve de la Banque centrale, l'idéal, ce serait qu'il y ait une interconnexion d'un switch national vers un autre, comme, voilà, comme le dit l'instruction 58. Mais Multipay se ferait un plaisir de pouvoir être un acteur qui jouerait un rôle dans cette interconnexion s'il le fallait. Parce que nous avons aussi des membres chez nous, dans notre réseau, qui pourraient profiter déjà de cela si jamais il fallait attendre que le switch politique national puisse commencer cette interconnexion avec les autres switches. Donc, nous sommes réglementés, Monsieur Koulibaly, nous sommes réglementés. Nous sommes pas comme les autres qui créent des interopérabilités non réglementées. Multipay est parmi les compagnies uniques en RDC à avoir plus de la licence d'opérateur, la licence d'agrégateur et plein d'autres autorisations. Donc, on est agréé par la Banque centrale de pouvoir discuter avec les autres switches régionaux pour pouvoir venir et proposer nos services et même proposer une interconnexion ou jouer un rôle de facilitateur avec le switch monétique national s'il le fallait. Donc, je vous réponds en disant oui. Moi, je vais personnellement essayer de reach out à M. Koulibaly pour voir quels seraient les possibles. Je sais, nous sommes déjà en discussion avec Myriad, hein. On a déjà signé un NDA, pour le dire. On a déjà signé un NDA avec Le Myriad, plan donc bien. c'est juste avec M. Koulibaly qu'on n'a pas encore signé d'NDA. On va le faire Voilà. de sitôt. Voilà. D'accord. Ok, merci. En tout cas, je souhaite que ça puisse se développer. Ouais. Chers membres de l'audience, n'hésitez pas à marquer vos questions dans le chat. Nous allons bientôt passer aux questions-réponses pour que nos panélistes puissent y répondre. Je vais prendre une dernière question. Ça, c'est pour vous, Monsieur Delano. Une pour la route. Alors, s'il y avait une action à prioriser, une action concrète à prioriser pour accélérer l'interopérabilité en Afrique francophone, quelle serait-elle? En une minute.
Alors, une action concrète, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'interopérabilité et pour pouvoir connecter les différents écosystèmes. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier un peu d'inclure tout le monde dans cette interopérabilité. Donc, non seulement les 30-40% des gens qui ont accès à Internet, mais aussi tous ceux qui sont pas dessus. Donc, et ça, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on travaille. C'est ce pourquoi Myriad est au cœur de l'inclusion financière depuis un petit bout de temps. Typiquement depuis une dizaine, une vingtaine d'années, même en fournissant des plateformes USSD aux opérateurs mobiles. On est très fiers de voir qu'ils l'utilisent dans le cadre du mobile money. Depuis quelques années, c'est ce même canal qu'on ouvre finalement aux entreprises. Donc depuis 5 ans, sur toute l'Afrique francophone, on a ouvert le canal USSD finalement dans une dizaine de pays, dans des endroits où c'était pas possible, où c'était vraiment seulement utilisé par les opérateurs de mobile money. Aujourd'hui, c'est mis à disposition de tout le monde. Et ça nous permet vraiment d'aller adresser les zones qui n'ont pas Internet. L'interopérabilité, c'est pas seulement pour les gens qui ont le smartphone, la data et qui sont dans la capitale. C'est aussi pour tout le monde. Dans les zones éloignées, dans les zones rurales, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense on est un de ceux qui travaillent là-dessus. C'est aussi d'aller faire l'interopérabilité des microfinances pour que ça puisse vraiment servir à toute la population. Pas seulement la population qui a les cartes, que ce soit les cartes Visa, Mastercard, GMP, mais GMACPay, etc. C'est vraiment, vraiment d'aller chercher l'inclusion financière et donc d'aller chercher toute la population. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Ça reste encore un frein majeur de l'interopérabilité, puis des paiements par le digital. Et je pense que pour moi, c'est vraiment une grosse action. De ne pas oublier dans tous ces cas d'utilisation, de ne pas oublier dans l'interopérabilité, de ne pas oublier les gens qui ne sont pas sur l'app. Mhm. Ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, donc je crois qu'on va devoir laisser la place aux questions-réponses pour que vous puissiez y apporter des éléments. Euh, on peut terminer ce panel en disant que interopérabilité des acteurs plutôt que interopérabilité des systèmes. Donc, on va vers ça, interconnexion, collaboration, innovation. euh, voilà, et meilleure différenciation, toujours pour une meilleure utilisation pour les utilisateurs finaux, si je peux reprendre le terme. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, Monsieur Delano, Monsieur Bueno, pour ces échanges. Alors, Anouche, je te repasse la main pour les questions-réponses. Merci à toute l'audience. Merci beaucoup, Elisabeth, et merci à nos trois panélistes donc, pour cet échange passionnant. On a environ 15 minutes pour les questions-réponses, donc s'il vous plaît, je vous demanderai d'être concis dans vos réponses pour qu'on ait le temps d'en couvrir un maximum. Donc, j'aurais d'abord une question pour Monsieur Delano. La forte implication des banques centrales permettra une inclusion financière et une interopérabilité plus globale et plus efficace. Voilà, si leur implication pourrait donc augmenter cette interopérabilité. Oui, forcément, et je crois que Mina Guignan disait un peu la même chose tout à l'heure. Bien sûr, un bon exemple, c'est vraiment ce qui a été fait dans la zone CEMAC avec la Banque centrale qui a poussé l'interopérabilité depuis très longtemps, qui est maintenant en place grâce au JMAC depuis 5 ans sur toute la zone, sur lequel on arrive là déjà à un écosystème, un système d'interopérabilité qui est avancé avec beaucoup d'acteurs qui sont connectés, les banques, les momos, les gouvernements, les facturiers, etc. Donc ils ont mis un peu en place finalement la vision que nous décrivait Monsieur Coulibaly tout à l'heure, et tout ça sur l'impulsion de la Banque centrale. Donc oui, en effet. Et puis même si on veut aller un peu au-delà de ça et faire une interopérabilité qui soit entre les différentes zones économiques, c'est ça va clairement se faire sous l'impulsion des politiques et des différentes banques centrales. Oui. Tout à fait.
Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Olivier Bueno. Donc la RDC a la particularité que son économie soit fortement dollarisée, mais son projet d'interopérabilité ne concerne que la monnaie nationale. Or, les transferts se font en dollars. Comment une interopérabilité régionale gérerait cette question sans que les utilisateurs soient pénalisés? C'est une très, très, très intéressante question. C'est un souci que nous sommes en train d'essayer de voir en ce moment. Euh, Même pas au niveau régional, même au niveau pays, au niveau local. Aujourd'hui, le switch monétique national fait la compensation au niveau que de la monnaie nationale. Et heureusement ou malheureusement encore, Multipay arrive à faire les deux. Il y a négociation et en temps des discussions sur comment allons-nous gérer cette partie-là, parce que nous voulons aussi quand même promouvoir la monnaie nationale, mais nous voyons aussi qu'il y a un certain besoin encore au niveau de la dollarisation. Donc cette question n'est pas une question que pour le contexte de l'interopérabilité, mais vraiment à un niveau plutôt macro. Il y a beaucoup qui doit être vu. Les paramètres doivent vraiment être vus, différents paramètres qui doivent être vus avant d'aller vers la partie régionale. Donc, moi, je réponds en disant que déjà au niveau du pays, vu que le pays continue à utiliser deux différentes monnaie à ce jour. Nous sommes déjà en train d'échanger dessus avec la Banque centrale, avec les régulateurs et tous les autres acteurs. Donc, et je le disais, la dédollarisation ne va pas que par rapport à l'instrument des paiements ou à l'interopérabilité, mais aussi sur un contexte macroéconomique. Donc, il faut que la monnaie locale soit assez forte pour pouvoir pousser le besoin, stimuler le besoin aux autres. Donc, nous allons continuer à faire ce que nous pouvons faire au niveau de Multipay, continuer à donner cette interopérabilité et de travailler avec le régulateur, mais répondre à cette question sans que et de dire que les utilisateurs ne seront pas pénalisés une fois que nous arrêtons, par exemple, ou que nous arrêtons le dollar, ce serait ne pas être ouvert et ne pas voir les choses réellement de la manière dont elles sont en réalité. Donc, je vous réponds en disant qu'elle n'est pas encore, la réponse n'est pas encore là à ce jour. Et nous sommes en train de travailler dessus avec les différents acteurs au pays. Pour le pays déjà. Maintenant, sur la partie régionale, ça, il faudra le voir après. Voilà. Merci beaucoup. J'ai ensuite une question pour Fabien Delano. Donc, qu'est-ce qui empêche actuellement, par exemple, un client de M-Pesa d'envoyer de l'argent directement dans un compte Airtel Money en RDC? L'envie déjà de ces différents acteurs. En fait aujourd'hui, en RDC, comme dans plusieurs pays, hein, les acteurs du mobile money en fait travaillent sur un effet de réseau. Donc finalement, on va être client de Airtel Money ou on va être client de M-Pesa parce qu'il y a les facilités de paiement avec les utilisateurs qui ont M-Pesa ou qui ont Airtel Money. Donc c'est un peu finalement l'effet WhatsApp, hein. On parlait de WhatsApp tout à l'heure. Bon, bah, je vais sur WhatsApp parce que je sais que les gens sont sur WhatsApp. Et après, finalement, c'est le cas pour les utilisateurs. Et puis après, c'est le cas pour les marchands. Plus il y a d'utilisateurs sur M-Pesa, plus les marchands vont vouloir accepter le paiement par M-Pesa. Donc on est encore sur des effets de réseau, des effets de silo. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une volonté de connecter les autres. Il y a volonté pour les momos aller se connecter aux banques, aux microfinances et vice-versa. Pour l'instant, on reste encore sur des écosystèmes très concurrentiels quand on regarde Momo à Momo. Merci beaucoup. J'aurais maintenant une question également pour Olivier Bueno. Donc, quelle campagne de sensibilisation avez-vous mis en place pour encourager les clients potentiels à adopter Multipay et inciter les clients actuels à l'utiliser de manière plus fréquente? La question, mais c'est à Monsieur Koulibaly? Non, pour vous, bon, Monsieur Bueno. Ouais. Ou alors, Ok, si vous d'accord. voulez, Ah, Monsieur Koulibaly répond aussi, on pouvait y répondre après, y a pas de souci.
Nous- non, non, bon, pour moi, je crois que je vais aller très vite. J'ai un peu déjà brossé cela tout à l'heure en disant que Multipay reste un B2B acteur et que c'est nos membres. Normalement, le travail revient à nos membres de pouvoir donner et mettre ces outils et permettre ces adoptions. Mais nous continuons à former ou à sensibiliser et à proposer certaines valeurs ajoutées à nos membres. J'ai parlé tout à l'heure de incitation financière pour les commerçants. J'ai parlé de campagnes de sensibilisation pour les acteurs et les clients finaux. Donc, c'est un contexte d'éducation que nous faisons et que nous essayons d'emmener, mais c'est de manière indirecte, une fois de plus. Et aujourd'hui, nous tentons de mettre même des comités en place pour pouvoir aider nos différents membres pour continuer à sensibiliser ces campagnes. Mais je laisserai la place aux autres qui sont peut-être un peu plus directs avec les clients Oui, si vous voulez, à Fabien, vous répondre aux pouvez services. répondre à cette question aussi. Puis, Monsieur Koulibaly, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez également le faire. Allez-y, Fabien, je Alors, vois que Vous vous êtes ah, vous c'est en... peut-être peut-être en moi, pardon. mute, monsieur. Ah, Pardon, bon, monsieur Ah, excusez-moi, Koulibaly, parlez, oui, mais pardon. Ah, ben oui. Donc, Euh, je disais que le positionnement des structures comme le J-Mémoire ou Multiplay, effectivement, nous n'avons pas de relation directe avec les consommateurs. Mais les produits et services qui sont mis à disposition des banques ou des autres acteurs ne peuvent être adoptés massivement si les consommateurs finaux ne sont pas là. Donc, ce qu'il faut, c'est d'aider et d'accompagner les banques à adresser au mieux les consommateurs. C'est enrichissant pour les acteurs comme nous parce que ça nous permet de voir ce qui est nécessaire véritablement. La connaissance du client final permet donc de peut-être revoir le positionnement de certains produits et services et de mieux les positionner, en tout cas pour les acteurs directs. Donc, on finit par tomber dans un modèle B2B2C. Voilà. Qui est un peu light, qui n'est pas fort, mais il faut absolument la boussole, que pour le B comme pour nous, ça reste le client final. On est obligé parce qu'on est dans une ère du digital où le client est très volatile. Et si on ne le connaît pas, ben, on perdra nos clients direct. et je vais peut-être répondre un peu pareil aussi. Donc, nous aussi, on est dans le B2B. Mes clients, c'est les banques, les microfinances, les opérateurs de mobile money. Tous les trois sont convaincus finalement de l'intérêt de l'interopérabilité, c'est sûr. Là, on peut vraiment les aider à inciter leurs clients de l'utiliser. C'est que finalement, les clients ne parlent pas d'interopérabilité. Ça, c'est des sujets, c'est des sujets pas forcément ils parlent pas, ils parlent pas de ces sujets en ces termes. En fait, eux, ils veulent des cas d'utilisation, des cas d'usage simples qui leur permet de faire des paiements simples d'un endroit à un autre sans vraiment se soucier de ce qu'il y a derrière. Et donc, là où on peut vraiment aider nos clients à pousser ces services, c'est vraiment en travaillant sur des cas d'utilisation finalement très simples où l'utilisateur n'a pas à se poser énormément de questions, ou peut juste les utiliser. Et puis finalement, quel que soit, à partir du moment où il y a un téléphone, qu'il puisse faire un peu tout ce qu'il veut. Donc, c'est là où on peut vraiment les aider. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Monsieur Koulibaly. Donc, le système de paiement par QR code dans le cadre de l'interopérabilité tel que SPI, donc système de paiement interbancaire, inclut également un QR code de paiement. Donc, qui, entre le GIM UMOA et la BCEAO, est responsable de l'interopérabilité des QR codes de paiement? Alors, vous êtes en mute, monsieur. Est-ce que vous pouvez juste... voilà. L'in- L'interopérabilité est définie et instruite par la Banque centrale. Les différentes plateformes la mettent en œuvre. Voilà. Donc, c'est une spécification qui doit être adoptée par les uns et les autres. Et donc, la Banque centrale a prévu dans la plateforme SPI que des marchands puissent utiliser ce QR code qui va avoir les mêmes spécifications
Nous ne mettons pas d'instruments de paiement en direct. Nous développons des infrastructures que nous mettons à disposition des acteurs. C'est une mutualisation pure et simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'inclure. Nous sommes à la fois schéma de paiement, agent d'interopérabilité et processeur. Mais cette activité de processing, c'est pour faire de la mutualisation entre les acteurs. Donc, tout ce qu'on fait doit adopter les spécifications. Si la BCAO veut transformer la plateforme d'interopérabilité en plateforme de service, alors c'est là qu'elle mettra un QR code. Sinon, il faut juste prévoir une plateforme d'interopérabilité des QR codes. C'est ça qui manque et c'est ça qu'il faut faire. Mais je ne sais pas si c'est prévu dans SPI ou pas, parce que nous ne faisons pas partie des SPI. Merci beaucoup. J'aurais maintenant une dernière question que je vais poser à nos trois panélistes avant de clore le webinaire. Donc, quels avantages proposez-vous aux différents acteurs du système? Donc, on parle de banques, d'IMF, portefeuille électronique, afin de les motiver à promouvoir donc, votre instrument et ainsi contribuer à la réduction de la circulation du numéraire sur le marché. Donc, est-ce que vous pourriez répondre voilà, en donnant la perspective de votre institution? Donc, on peut commencer peut-être par Monsieur Koulibaly, si vous êtes prêt. Nous, on fait de l'éducation financière des acteurs économiques du secteur informel. Je parlais de mécaniciens, de plombiers, de maçons, des vendeuses de marché. Nous organisons à travers des ONG que nous finançons pour faire de l'éducation financière. Et nous en profitons aussi pour, plus ces acteurs connaîtront ces systèmes, ils pourront les adopter. Et derrière, c'est aussi un moyen de découvrir des idées pour de nouveaux cas d'usage qui rentrent après dans notre circuit d'innovation. Donc, c'est comme ça. Et nous, naturellement, il y a toutes les actions classiques de promotion marketing. Nous faisons des actions de co-marketing avec les différents émetteurs ou les différents acquéreurs de la place. Voilà, c'est l'ensemble de ces actions qui permettront, in fine, d'aboutir, je pense, au développement des transactions numériques. Et nous avons lancé la dernière action, c'est une plateforme de fidélité, et nous appliquons un programme de fidélité sur l'ensemble des produits adoptés par les banques pour que les gens soient incités à utiliser les cartes bancaires. Merci donc, Monsieur Delano, peut-être, si vous êtes prêt. Puis ensuite, on peut clore avec Monsieur Bueno. Ah, oui, tout à fait. Bon, donc, nous, nos clients, c'est encore une fois les banques, microfinances, opérateurs de mobile money. Et je pense que tous les trois sont convaincus qu'il faut moins de cash dans le système. Le cash, c'est cher à gérer. Et puis dans les cas de mobile money, ben finalement leur écosystème, c'est pas le cash. Donc finalement, c'est de les aider à faire rentrer des gens sur le digital. Donc ça va être avec des processus d'onboarding, par exemple. On a des solutions qui permettent de faire l'onboarding de clients qui soient dans les capitales ou dans des zones reculées quand il n'y a pas Internet. C'est ensuite de garder un écosystème finalement digital qui soit très utile, qui répond à tout cas de figure. On doit pouvoir rentrer dans le digital et à partir du digital faire tout type de paiement, que ce soit du paiement P2P, du paiement facturier. On doit pouvoir recevoir de l'argent du gouvernement. On doit pouvoir mettre de l'argent sur sa carte. On doit pouvoir envoyer de l'argent sur un autre écosystème à partir de l'interopérabilité. Donc, à partir du moment où on arrive à garder les gens dans le digital, il faut d'abord, un, les faire rentrer, et deux, après, les garder dans ce système. Et c'est finalement, en fait, toutes ces solutions qu'on offre à nos différents clients. Mais tout le monde est convaincu. Merci, je vais laisser la parole donc à Olivier Bueno. C'est à peu près la même chose que mes autres intervenants. Si je peux rajouter une petite couche sur ça, ce serait vraiment aujourd'hui, quel avantage nous pouvons proposer? C'est déjà, pour certains d'entre nous ici, cette interopérabilité et de leur faire valoir quels sont les bénéfices de cette interopérabilité
pour eux et pour leurs clients finaux. Je crois que je l'ai un peu mentionné dans mon intervention où j'ai parlé des bénéfices que ça a apporté à la RDC, aux clients finaux aujourd'hui, par exemple, au niveau de la carte, ce qui est quelque chose que j'ai présenté. Nous voyons la proximité et la flexibilité au client final. Donc ça, c'est ce que je partage à ces institutions financières avec qui nous dealons, en leur demandant de comprendre ce que ça donne comme avantage pour eux, et ensuite eux pourront éduquer cela au client final et les motiver ensuite à les utiliser. Et notamment non plus aussi les coûts de mutualisation. J'ai dit aujourd'hui, je leur dis, écoutez, évitez d'aller chacun d'entre vous à déployer, mais déployer stratégiquement vos terminaux. S'il y a déjà une banque qui appartient aux membres de Multipay, et se trouve déjà là, vous n'avez pas besoin de déployer votre guichet automatique de billets parce que à travers Multipay, vous pouvez déjà être servi. Donc ça, c'est si on parle de l'interopérabilité des cartes. Maintenant, avec les nouveaux produits que nous allons ramener, notamment le virement instantané ou encore les services agrégés d'agency banking et tout le reste, il y a aussi certains avantages que nous échangeons avec nos clients directs et que nous donnons pour que eux puissent ensuite comprendre qu'ils ont besoin de les utiliser pour les autres clients finaux et c'est à leur avantage d'abord. Et que c'est comme ça qu'il faut d'abord que eux comprennent l'avantage de ce que nous, on leur offre pour que eux puissent ensuite le partager aux clients finaux, ce qui va contribuer à la réduction de la circulation numéraire. Merci Olivier. Merci. Et juste avant de vraiment conclure le webinaire, si vous voulez répondre en 1 minute sur une question sur Mozolo qui vous avait été posée dans le chat. Et après, voilà, on termine le webinaire après ça. Oui. Je vais essayer d'aller très vite parce que c'est quand même la différence entre Mosolo en cours d'implémentation à la BCC et Multipay. Mosolo, c'est le scheme national de la RDC. Euh, c'est c'est- c'est- c'est la carte nationale de la fierté de la RDC. Et voilà Mosolo. Multipay est juste le système d'interopérabilité qui a été mis en place avant le switch monétique national. Le scheme Mosolo est, comme on l'a dit, la carte nationale. Et Multipay n'est pas une carte en soi, mais plutôt un système d'interconnexion des banques et a permis le même service. Maintenant, sur le contexte de ce qu'on donne comme service d'interopérabilité, Mosolo donne une interopérabilité, mais elle est en même temps un scheme. Multipay n'est pas un scheme et ne vise pas à être un scheme en ce moment, et la stratégie n'est pas un scheme. Un scheme est différent d'une interconnexion. On pourrait discuter plus tard pour expliquer qu'est-ce que c'est un scheme et la différence entre l'interconnexion. Vous pouvez juste être interconnecté, mais ne pas être un scheme. Mais Mosolo est un scheme avec des règles bien définies derrière, dont Multipay n'a pas eu vocation à faire dès le début de son implémentation. Voilà en gros la grande différence entre Multipay et la carte non solo. Donc, Merci. merci beaucoup pour ces précisions. Donc, notre webinaire est maintenant terminé. Donc, je tiens à remercier tout d'abord nos panélistes pour ces échanges passionnants et notre modératrice donc, pour avoir mené cette discussion. Et merci évidemment à notre audience. On a eu énormément de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais merci pour votre engouement pour cette problématique. Donc, je vous invite maintenant à vous rendre donc, sur Portail FinDev pour y retrouver articles de blog, webinaires, publications donc, sur toutes les thématiques qui font l'actualité de l'inclusion financière. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes les informations par email. Et je vous invite également à suivre le travail donc, de Microsoft Consulting sur leur site internet. Et vous pouvez également les contacter directement à l'adresse contact@microsave.net. Donc sachez enfin que nous vous enverrons donc, l'enregistrement du webinaire d'ici 48 heures. Un petit sondage va apparaître à votre écran pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire et quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités prochainement. Donc merci d'avance pour votre participation. Merci de nous avoir suivis et donc à très bientôt pour un autre webinaire. Merci Anouche, au revoir à Merci beaucoup. tous. Merci, chers Merci, au panélistes. revoir. Merci. Merci, au revoir.